Bonjour, mon nom est Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Un des rôles de la Fédération, c'est de faire connaître et diffuser ce qui se fait chez nos membres. C'est donc avec plaisir qu'on vous partage les mini-expos Astro présentés par les membres de la section jeunesse du club Vega de Cap-Rouge à Québec. C'est un événement qu'ils organisent depuis plusieurs années et cette année, il s'est tenu le 12 septembre dernier. Vous pouvez donc maintenant visionner et découvrir ces 8 jeunes qui ont présenté durant cette activité. Bon visionnement! Bienvenue à tous pour ces mini-expos Astro de la section jeunesse du Vega. Donc, c'est un petit peu spécial puisque vous savez qu'il devait avoir lieu au mois de mai. Cependant, on a eu un petit virus qui a décidé que finalement, il n'allait pas avoir lieu au mois de mai. Donc, on les tient aujourd'hui et on a 8 jeunes qui vont présenter et on a 3 juges aussi qui vont juger ces mini-expos Astro-là. Donc, sans plus tarder, je vais nommer l'ordre des jeunes et je ne les ferai pas venir à l'avant parce que, évidemment, là, je veux le moins de circulation possible. Mais je vais quand même vous les présenter. Puis les jeunes, ben, vous pouvez vous lever, puis lever votre main, puis saluer les gens. Donc, premièrement, on a un premier jeune qui est Milan Olivier Harper, qui est à sa 3e participation, qui a 5 ans, qui va nous parler de l'émergence de l'univers. Donc, Milan. On a un jeune qui est à sa première participation, qui est Maxence Millette, qui a 6 ans, qui va nous parler des planètes du système solaire. Après ça, on a un autre jeune qui a 6 ans, qui est à sa première participation, qui va nous parler des animaux dans l'espace, Victor Kioyette. On a après ça un jeune qui est à sa première participation aussi, il y a 10 ans. Il va nous parler des trous noirs et pour une petite démo, il va être avec son frère Jacob. Donc, c'est Irman Moudjahid. Les 3 jeunes, Maxence, Victor et Irman, luttent pour le trophée relève aussi. C'est un nouveau trophée qu'on a mis en œuvre pour les jeunes qui sont à leur première participation ou 2e participation, qui n'ont jamais terminé 1, 2 ou 3 avant, évidemment, de remporter le trophée, et aussi qui sont des jeunes en bas de 10 ans. Donc, c'est le trophée relève qu'on appelle. Donc, ces 3 jeunes-là vont lutter pour le trophée relève. On a, après ça, une présentation de Philippe Langlois, 11 ans, qui est à sa première participation sur les dons de. Après ça, on a un jeune qui est à sa 5e participation, qui a 11 ans, qui a déjà remporté une coupe Pierre Bougan, qui est Nico Poulain. Après ça, on a un jeune qui est à sa 3e participation, qui a 12 ans, qui va nous faire une présentation. Habitons-nous un trou noir, Elias Chateauval. Participation, elle a 14 ans, elle va nous faire une présentation sur les multivers, Agathe Capu-Paillard. Et on a nos juges aussi. Nos juges, on va commencer par Jacques Côté. Jacques, qui est ancien prof au cégep, maintenant à la retraite. Donc, il va évidemment être juge pour nous aussi. Donc, Jacques, qui connaît quand même bien le domaine de l'astronomie et l'astrophysique. Donc, Jacques, on va être un de nos juges. On a Hugo Martel, qui est prof d'astrophysique à l'Université de Laval. Donc, et on a Carmel Robert, Carmel, qui est prof aussi à l'Université de Laval, qui est prof d'astrophysique.
notre juge aussi. Donc, c'est notre trio de du jury qui va juger les présentations. Pour ce qui est de nos présentations qu'on va avoir. Donc, voilà, ça, c'est le jury et c'est nos jeunes qui vont participer. Donc, on va débuter maintenant avec le premier participant, qui est Dylan Olivier Harper, qui va nous parler de l'émergence de l'univers. Donc, Dylan, attends que Les modèles cosmologiques, c'est quoi? Une description mathématique de tout ou une partie de l'histoire de l'univers. Ils sont devenus plus communs après la publication de relativité générale d'Einstein. Et on a plusieurs exemples, le Big Bang. Maintenant, on va parler d'un autre modèle cosmologique, l'univers d'Einstein, publié en 1917, basé sur la relativité générale. Selon lui, l'univers est statique et fermé comme une hypersphère, comme on peut voir ici, et deux forces opposantes, la gravité en rouge et la constante cosmologique en vert. Maintenant, on va parler d'un autre modèle cosmologique, l'expansion de l'univers, qui a été faite par Alexander Friedman, qui a été publié en 1922. Selon lui, l'univers est non statique. Cela veut dire que les objets de l'univers, exemple les galaxies, s'éloignent les uns des autres dû au gonflement de l'espace, qui implique une singularité initiale ici. Est-ce que cela a causé des tensions de Friedman-Einstein? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Friedman a raison. Maintenant, on va parler plus du modèle de Friedman, trouvé en 1929 par Edwin Hubble, qui a observé le phénomène de redshift. Le phénomène de redshift, c'est que la longueur d'onde qui décale vers le rouge. Et il a observé que le décalage est proportionnel à la distance d'une galaxie de la Terre. Il y a des galaxies plus loin, s'éloignent plus rapidement et il y a donc expansion de l'univers. On va parler plus du modèle Friedman dans le modèle standard de la cosmologie. Il y a deux choses à retenir. Un, la température et l'énergie diminuent avec le temps. 2, permet à la matière de s'assembler. Maintenant, on va tomber dans le Big Bang. C'est en 0 secondes, présenté en 1922 par plusieurs astrophysiciens, dont Alexander Friedman, George Lemaître et Edwin Hubble. Trouvé en 1965 par Andrew Penzias et Robert Woodward Wilson. Ils ont découvert le fond diffus cosmologique avec une antenne Cornell par hasard. Maintenant, on peut savoir que le Big Bang s'est produit à 13,7 et 13,8 milliards d'années. C'est pas une explosion, mais une singularité initiale infiniment petite et dense. C'était une période extrêmement chaude. Maintenant, on tombe dans la gravité quantique. Ça s'est passé une fraction de seconde après le Big Bang. L'inflaton a produit une force gravitationnelle répulsive très élevée. La gravité quantique n'est non expliquée à ce jour. Plusieurs scientifiques, dont Stephen Hawking, ont proposé des théories. Exemple, la théorie des cordes. La théorie des cordes que les particules élémentaires ont des petites cordes qui vibrent. On le pense, mais on ne sait pas. Maintenant, on tombe dans le mur de Planck. Ça s'est passé 10 à moins 43 secondes après le Big Bang. Ça veut dire 42
0 et un 1. À ce moment-là, les 4 grandes interactions étaient unifiées en une seule théorie du tout, qui sont les 4 forces fondamentales: l'électromagnétisme, l'interaction faible, l'interaction forte et la gravitation. Je vais vous en parler plus tard. Le mur de Planck ne peut être expliqué avec la relativité générale ou la cosmologie quantique. Le rêve de Hawking, c'était unifier ces deux théories en une seule théorie du tout. Malheureusement, il n'a pas réussi avant sa mort. Notons la grande unification. Ça s'est passé entre 10 à moins 43 et 10 à moins 36 secondes. Ça a été présenté en 1978, GOT, Grand Unification Theory, par John Ellis, Andrés Bourras, Marie Gaillard et Dimitri Nanopoulos. Ils ont découvert que la gravitation se sépare des 3 autres interactions qui demeurent unifiées. Maintenant, on va parler de la première force fondamentale, la gravitation. Présentée en 1687 par Isaac Newton, qui a proposé la loi universelle de la gravitation qui est une force. Selon lui, les objets s'attirent selon leur masse et leur distance, comme on peut voir ici. M égale masse, D égale distance et R égale force. Mais en 1915, Albert Einstein qui a proposé la relativité générale. Ce n'est pas une force mais une propriété de l'espace-temps. Tous les objets en masse qui déforment l'espace-temps, comme on peut voir ici, direction, distance et le temps sont perturbés. Notons dans les quarks et autres particules inconnues apparaissent. Les particules élémentaires. Ça s'est passé entre 10 à moins 36 et 10 à moins 12 secondes. Ce sont les plus petites particules dont on a prouvé l'existence, dont on ne connaît pas la composition, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des fermions composés de quarks et de leptons qui sont les constituants de la matière. Dans les quarks, il y a des A, down, sharp, string, top, bottom. Et dans les leptons, il y a des électrons, boulons, taux et neutrinos. Il y a aussi des bosons de jauge et des bosons de Higgs qui forment les interactions des fermions. Maintenant, on va parler de la deuxième interaction fondamentale, l'électromagnétisme. Présentée par Maxwell en 1860, le champ électromagnétique et son interaction avec les particules chargées. Ça, c'est le magnétisme. Ça, c'est l'électromagnétisme. Et ça, c'est l'électricité. La combinaison des deux donne l'électromagnétisme. Il représente un échange de photons. Exemple, les ondes radio, les courants, les infrarouges, la lumière visible, les rayons X. On va parler de la troisième force fondamentale de l'univers, l'interaction faible, qui cause la désintégration de la plupart des particules. Il y a la capacité de changer la saveur des quarks. Un A peut devenir un down, un charme, un string, puis un top, un bottom. Ça se fait par des particules vecteurs de bosons qui sont W plus W moins et Z0. Exemple, le carbone 14 qu'on date qui est naturel, qu'on prend pour dater de vieux fossiles. Notons dans les quarks s'assemblent pour former des protons et neutrons. Ça s'est passé entre 10 à moins 12 et 1 seconde après le Big Bang. Les quarks s'assemblent pour former des protons et neutrons.
Un proton est composé de un quark-up et deux quark-down. Un neutron composé de un quark-down et deux quark-up, comme on voit sur mon chandail. Non? Ils sont en parquet de 3 pour être stables. Non, de la formation des premiers noyaux d'atomes d'hélium. Les noyaux d'atomes. Ça s'est passé entre 1 seconde et 380 000 ans après le Big Bang. Les protons sont positifs et les neutrons neutres. Les protons et les neutrons s'associent pour former les noyaux d'atomes. Là, on va parler de la 4e force fondamentale, la dernière dans l'univers, l'interaction forte. Les protons sont positifs et devraient se repulser, mais dans les bosons de jauge, il y a des gluons qui permettent de coller pour retenir les protons dans le noyau de l'atome. Là, on tombe dans la formation des atomes. 380 000 ans après le Big Bang, l'atome est composé dans le noyau auquel gravitent des électrons. Le noyau est presque toute sa masse. L'atome est 99,9% constitué de vide. Il y a 5 atomes connus, exemple l'hydrogène, le lithium, l'hélium. Non, donc de la formation des étoiles, des galaxies et de la vie. On commence par la formation des molécules. 700 000 ans après le Big Bang. Les atomes ou plus se sont unis par des liens chimiques. Ils peuvent être très simples comme de l'eau, très complexes comme de la vitamine B12 qui est C63H88CON14O14P. Les molécules peuvent être solides, liquides ou gazeuses selon l'arrangement ou l'addition des molécules. Maintenant, on tombe la formation des astres, comme les planètes, les étoiles, les trous noirs, les galaxies. Ça se fait par l'agglomération de nuages de gaz, de poussière et ou de matière noire sous l'influence de la gravitation. Exemple, l'étoile Methuselah qui s'est formée 5 millions d'ans après le Big Bang. Et aussi la galaxie EGS ZS81 qui s'est formée 670 millions d'ans après le Big Bang. Enfin, on arrive finalement à la formation de la vie. 10 millions d'ans après le Big Bang, la vie a enfin commencé. Ce qu'on sait, c'est que nous sommes composés de poussière d'étoiles. On est plus de 7 fois 10 à la 27 atomes. On est 99% composé d'hydrogène, oxygène et carbone et environ 60% d'eau. Je voudrais dire merci au livre de Stephen Hawking, The Private War du temps, qui m'a appris l'émergence de l'univers. Merci. Les planètes du système solaire. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a 2 types de planètes. Les planètes théoriques ou les planètes rocheuses. Mercure, Vénus, la Terre, Mars sont des planètes qui sont composées de roches et de métal. Les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont composées de gaz. Voici Mercure, la première planète rocheuse emportant le Soleil. Elle n'a pas de lune, elle n'a pas d'atmosphère. C'est la planète la plus petite de notre système solaire, c'est la plus proche de notre Soleil. Voici Vénus, la deuxième planète rocheuse emportant le Soleil.
Elle n'a pas de lune. Elle a une atmosphère. C'est la planète la plus petite de notre système solaire. C'est la plus proche de notre Soleil. Maintenant, on va des autres planètes. Sa pression est tellement forte que quand on a envoyé des sondes sur la planète, les sondes ont explosé. C'est la Terre, la troisième planète rocheuse importante du Soleil. Elle a une lune qui s'appelle Sélène. Elle a de la vie grâce à l'oxygène et l'eau. Sur Mars, la dernière planète rocheuse importante du Soleil. Elle a deux lunes qui s'appellent Phobos et Deimos, qui veut dire en grec ancien, peur et terreur. On l'appelle la planète rouge à cause qu'elle a de l'oxyde de fer sur sa surface. Ça, je lui donne sa couleur rouge. Voici Jupiter, la première planète gazeuse importante du Soleil. Elle a plus de 60 lunes. La plus grosse s'appelle Ganymède. C'est une géante gazeuse. C'est la planète la plus grosse de notre système solaire. Et vous pouvez voir sur la photo une grande tache qui est rouge, qu'on appelle la grande tache rouge, qui est en fait une tempête tourbillonnante qui est plus grosse que la Terre. Voici Saturne, la deuxième planète gazeuse importante du Soleil. Elle a plus de 80 lunes, la plus grosse s'appelle Titan. C'est une géante gazeuse. Il y a plusieurs anneaux faits de morceaux de glace de différentes grandeurs. Les plus grands font 10 mètres. Voici Uranus, la troisième planète gazeuse importante du Soleil. Elle a 27 lunes. La plus grosse s'appelle Titania. Une géante de glace, on l'appelle comme cela à cause que la planète est très loin du Soleil et que la planète est tellement froide que son gaz est glacé. Elle a 13 anneaux. Voici Neptune, la dernière planète gazeuse importante du Soleil. Elle a 14 lunes, la plus grosse s'appelle Triton. C'est une géante de glace. C'est la dernière planète du système solaire. Je vous laisse sur une image de Persévérance, un rover martien qui va aller en février prochain sur la planète rouge. Merci d'avoir écouté cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je me souviens plus, c'est laquelle des planètes qu'on appelle la planète rouge? C'est Mars. Mars. Puis, je n'ai pas compris pourquoi on l'appelle la planète rouge. Qu'elle a de l'oxyde de fer sur sa surface, ce qui lui donne sa couleur rouge. Est-ce que tu sais pourquoi Vénus tourne à l'envers après les autres planètes? Non. Donc, Maxence, tu peux aller choisir une photo parmi les photos qui sont. Allô, je m'appelle Victor. Je vais parler des animaux dans l'espace. Ils sont courageux pour participer à la course contre l'URSS et les États-Unis pour envoyer le premier jeune dans l'espace. Et c'est aussi parce qu'ils aiment les animaux. Les mouches à fouiller envoyé par les États-Unis en 1947 et ils sont venus
travaux les insectes. Albert Einstein, il est mort pendant le voyage envoyé en 1948 et c'est les États-Unis qui l'ont envoyé et il est mort pendant le voyage. Les siens, Tigane et d'Égypte, envoyé en 1951, envoyé par l'URSS, et vous êtes beau les cocos, et c'est les premiers êtres vivants à faire un aller-retour dans l'espace, et ils sont revenus vivants. Les cartes envoyées par l'URSS, c'est une sienne envoyée en 1957 et c'est le premier vol habité autour de la Terre. Les scientifiques regrettent d'avoir fait le test et ça l'a pas donné beaucoup d'indices. Nick Baker, un singe écureuil, et Abel, un macaque rhésus, envoyés par les États-Unis, et c'est les premiers prix, c'est les premiers primates à survivre à un voyage dans l'espace. Et ils sont revenus vivants. Premier vol en orbite, dont les passagers reviennent tous vivants. Et ils sont envoyés en 1960. Et il y a 2 chiens, Belka et Strelka, un lapin, 42 souris, des mousses à fruits et des plantes. Le premier singe dans l'espace, le premier mammifère dans l'espace a manœuvré un levier. S'il y avait bon, il y avait des pastilles de banane, et s'il n'y avait pas bon, il y avait des socs électriques. Envoyé en 1961 par les États-Unis, on a appris à montrer notre intelligence dans l'espace et ils sont revenus vivants. Yuri Gagarin, c'est le premier humain à aller dans l'espace en 1961, envoyé par l'URSS. Et le vol a duré 1h48 en orbite autour de la Terre et il est revenu vivant. Félicette.
c'est la France qui a envoyé Félicette parmi les 14 sorts et elle a fait un entraînement et elle est revenue vivant. Mes projets, aller dans l'espace avec des animaux et en prendre bien soin, il m'aiderait à aller mieux. Et moi, j'aimerais amener un boa. Moi, j'ai peur des boas, mais j'ai fou l'envie d'amener un boa et c'est dur à nourrir. Et moi, j'aimerais amener des rats parce que c'est intelligent, c'est beau, ça s'adapte bien dans l'espace, mais c'est l'idée de maman. Moi, j'aimerais amener un phagocyl. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des trous noirs. Commençons sans tarder. Qu'est-ce qu'un trou noir? En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité du champ gravitationnel empêche toute forme de matière et de rayonnement de s'en échapper. Ça, c'est l'explication de Wikipédia. Mais moi-même trou noir, je vais vous expliquer ça un petit peu plus cool. Vous vous demandez comment je suis née. Alors, c'est mon arrière-grand-maman qui était une étoile massive. Elle faisait de la boxe. Elle s'est tellement battue contre la gravité qu'elle a épuisé tout son stock d'hydrogène. Alors, elle a commencé à gonfler pour devenir une étoile super géante. Cette dernière a explosé en supernova. Toutes les débits, toutes les matières se sont condensées en un point petit et dense pour déformer l'espace-temps, pour donner naissance à moi, beau, magnifique trou noir. Je suis un sorcier. J'arrive à déformer l'espace-temps à l'aide de ma force gravitationnelle énorme. Qu'est-ce qui t'arrive si tu t'approches à côté de moi? Si quelqu'un ose s'approcher de moi, il va lui arriver quelque chose de sorcier. Ah, je sais, des spaghettis. Tout ce qui se rapproche à côté de moi, je le transforme en un bon plat de spaghettis. J'adore, c'est mon plat préféré. Le trou noir contient une limite appelée l'horizon des événements, un point de non-retour. Que si tu dépasses, tu ne peux plus aller à la maison. La force gravitationnelle est tellement forte que tu t'étires jusqu'à devenir de la poussière. Tu tombes dans la singularité centrale. Là où nos deux amis, loi de la physique et loi des mathématiques, ont une très drôle histoire à nous raconter. Bonjour, je suis loi des mathématiques. Et quand je rentre dans un trou noir, l'espace est tellement déformé et tellement dense que je ne m'applique plus. Idem pour mon ami, loi de la physique. Ça veut dire que si tu as oublié ta table de mathématiques, je te jure, dans un trou noir, ça va être le paradis pour toi. Est-ce qu'il existe des trous noirs dans notre galaxie? Oh que oui. Un des plus intéressants s'appelle Sagittarius A étoile, un trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. On peut dire qu'il existe en même temps qu'il n'existe pas. Pourquoi? Des astronomes étudient des étoiles qui orbitent autour de quelque chose d'invisible. Prenons l'exemple de l'étoile S2. En 2002, une équipe internationale a étudié cette étoile sur une période qui s'étend sur 10 ans et a obtenu la preuve que Sagittarius A étoile est un objet massif et compact. Ces observations sont compatibles avec l'hypothèse que Sagittarius A étoile est un trou noir. Donc, on ne peut pas voir un trou noir, mais on peut voir son impact sur les objets qui orbitent tout autour. Mais en fait, pourquoi les trous noirs sont noirs? Et pourquoi ils sont invisibles?
Les trous noirs ont un champ gravitationnel tellement fort que même la lumière ne peut s'en échapper. Alors comment voulez-vous me voir? Car tout ce que vous voyez est de la réflexion de la lumière. Imaginez-vous, je suis capable d'aspirer la lumière. Connaissez-vous la lumière? Moi, je la connais très bien. Elle est de 300 000 km par seconde. Vous voyez le pouvoir que j'ai? La vitesse de libération d'un trou noir est d'environ 500 000 km par seconde. Et selon la relativité générale d'Albert Einstein, en aucun cas, aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Pourquoi étudier les trous noirs? Les trous noirs sont comme une boule magique qui nous permet de revenir au XXe siècle, au XVIIe siècle, des milliards d'années avant, pour découvrir comment on est arrivé ici et découvrir notre vaste univers. Le trou noir a formé les galaxies en rassemblant toute la matière. En parlant de trous noirs, il y a le parfait contraire d'un trou noir, un trou blanc. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Bonjour, je m'appelle Philippe Langlois et j'ai 11 ans. J'ai décidé de faire une mini-expo astro car je suis un passionné d'astronomie et être inscrit au club Vegan me permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'astronomie et l'astrophysique. Mon sujet sera les ondes gravitationnelles. Mon idée vient qu'en 2019, j'ai eu une conférence de Laurent Drissen à l'Astrolabe du Mont-Mégantic sur la kilonova et les ondes gravitationnelles du 17 août 2017. Ça m'a tellement inspiré et fasciné et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Plan. Pour commencer, je vais vous parler de l'historique des découvertes qui ont mené à la preuve des ondes gravitationnelles. Ensuite, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle et sa définition. Après, je vais vous parler d'un interféromètre laser capable de détecter les ondes gravitationnelles, le LIGO. De plus, je vais vous présenter je vais parler des 12 événements qui sont recensés depuis 2015. Et avant de finir, je vais parler du futur dans les prochaines décennies et pour finir, une brève conclusion. Tout commence en 1687 lorsque Newton énonce la loi de la gravitation universelle, selon laquelle la gravité est une force qu'il y a entre deux masses. Cette force attire les deux masses entre elles, puis plus ils sont loin ou plus ils sont massifs, ça va varier l'intensité de l'attraction. Ensuite, en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale, selon laquelle la gravité est la déformation de l'espace-temps par une masse. C'est quoi une onde gravitationnelle? C'est que lorsque une masse bouge bouge sur l'espace-temps, ça va contracter et dilater l'espace-temps qui vont faire une onde. Cette onde, on appelle ça une onde gravitationnelle. Là, on a deux trous noirs qui sont en train de se fusionner jusqu'à la coalescence. En schéma, ça donne deux corps et ça fait une onde plutôt régulière. Mais là, on a la fusion, une onde différente des précédentes et ça va balayer et ça va voyager sur tout l'espace-temps pour se rendre jusqu'à nous. Lorsque ça se rend, ça va modifier la Terre, donc ça fait modifier la Terre. Le LIGO est l'interféromètre laser capable de détecter les ondes gravitationnelles. Ici, on a les salles de contrôle pour contrôler. Ici, on a le bâtiment où le laser est envoyé sur deux bras de 4 km de long qui sont en angle de 90 degrés et sous vide. Donc ici, on a un laser qui est envoyé jusqu'à un séparateur qui va le diviser en deux faisceaux. Au bout des 4 km, les bras de 4 km, se trouve un miroir qui va retourner au séparateur et faire ça plusieurs centaines de fois.
Après, quand ça sera fini, ça va se rendre jusqu'à un photodétecteur et qu'il y aura une onde parfaite. Mais lorsque une onde gravitationnelle arrive à la Terre, ça modifie la distance des miroirs, donc ça modifie l'onde et c'est ainsi qu'on détecte une onde gravitationnelle. Le LIGO. Que l'onde gravitationnelle détectée ne soit qu'en fait une secousse sismique, il y a eu l'idée que 2 LIGO soient construits. Un dans l'État de Washington et un autre dans l'État de la Louisiane aux États-Unis. Ils sont séparés par 3002 km. Lors du 14 septembre 2015, la première détection est faite. Ils ont dit que le signal capté, si on les mettrait par-dessus, ça devrait se concorder parfaitement. Et ça s'en est fut ainsi. Voilà la première onde gravitationnelle détectée. Fondateurs. Les 2 fondateurs du LIGO sont Rivers et Kip Thorne, deux astronomes qui ont gagné le prix Nobel de physique en 2017. Événements. Les 2 premiers événements sont arrivés en 2015. Ils étaient dus à la collision de 2 trous noirs. Il y a eu 4 fois plus d'éléments en 2017, dont 7 fois coalescence de 2 trous noirs, mais pour la première fois et la seule fois jusqu'à aujourd'hui, une collision de 2 étoiles à neutrons qu'on appelle une kilonova. Et il y a eu 2 événements en 2019. Le premier, c'est une collision d'un trou noir et d'un objet inconnu. Et le dernier, détecté, confirmé tout récemment, et pour exactement le 2 septembre, était la coalescence de 2 trous noirs. JW 150914. Pour une petite parenthèse, quand un signal est confirmé, il commence toujours par JW, qui vient de l'anglais onde gravitationnelle, et les 6 chiffres représentent la date. JW 150914 s'est passé le 14 septembre 2015 et était dû à la coalescence de 2 trous noirs. La distance était estimée de 0,6 à 1,3 milliard d'années-lumière et le signal a duré 0,2 secondes. JW0817. Ça s'est passé le 17 août 2017 et c'était la coalescence de 2 étoiles à neutrons, qu'on appelle une kilonova. La distance est passée à 130 millions d'années-lumière et le signal a duré beaucoup plus longtemps, 100 secondes. Ça s'est passé dans la galaxie NGC 4993 lorsque la coalescence a autant émis d'énergie sous forme d'onde gravitationnelle que de lumière. Donc ici, on voit que la magnitude change entre le 22, le 26 et le 28 août. JW190814 s'est passé le 14 août 2019. C'était la coalescence d'un trou noir et d'un objet inconnu, car sa masse se trouve pile entre la masse d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Donc, si ça serait une étoile à neutrons, ça serait le plus massif connu. Si ça serait un trou noir, le moins massif connu. Ça s'est passé à 790 millions d'années-lumière et le temps de durée, je ne l'ai pas trouvé malheureusement. À venir. Dans un projet américain, LISA, abandonné et repris par les Européens, il s'est transformé en ELISA, est un projet pour mettre des satellites en orbite. Ces satellites permettront de détecter des ondes gravitationnelles. Le lancement prévu sera en 2032 et ça sera 3 satellites sur orbite héliocentrique, ça veut dire qu'ils tournent autour du Soleil. Il y aura 2,5 millions de kilomètres entre eux, formant un triangle parfait. Conclusion. Les ondes gravitationnelles passent à travers tout, donc ça va pouvoir de mieux cartographier l'univers. Car tous les rayons X, les infrarouges ou la lumière visible ne peuvent passer que 380 000 ans après le Big Bang. Donc, les ondes gravitationnelles vont pouvoir s'en à 1 millionième de seconde après le Big Bang.
Merci, j'espère que vous avez apprécié et merci de m'avoir écouté. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe? Oui. Oui, vas-y. C'est à mon dos. Oui, vas-y, Charles. Je n'ai pas compris le lien avec ta dernière diapositive. Celle-là? L'autre avant, là. Celle-là? Celle-ci, oui. Ça, en fait, c'est juste que ça, c'est le fond diffus cosmologique. Que ça, c'est l'image qu'on a été capable de trouver sous forme de micro-ondes 380 000 ans après le Big Bang. Et quel est le rapport avec tes ondes gravitationnelles? En fait, c'est juste que je voulais juste montrer c'était quoi ce qu'on pouvait voir avec les autres types de lumière, mais qu'on pouvait voir beaucoup plus avant les ondes gravitationnelles. OK. Oui, Hugo, tu avais une question? Non. Non, c'est beau. Carmel? Non? Dylan, oui. De quoi sont composées les ondes gravitationnelles? En fait, c'est l'espace-temps que lorsqu'une masse bouge, fait contracter et dilater l'espace-temps et qu'il fait, et ça fait un frémissement. OK. Oui. Oui. Pourquoi les bras de détecteurs d'ondes gravitationnelles sont si gros? En fait, c'est juste qu'il faut... c'est qu'il faut comme une espèce de, pas un miroir, mais comme qu'il soit gros parce qu'il faut que ce soit une source très puissante et un détecteur très sensible pour découvrir une onde gravitationnelle. Bonjour, mon nom est Thalès Demillet. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les civilisations anciennes ou de mon époque en astronomie. Commençons par ma propre civilisation, la civilisation grecque. Je vais vous parler de nos fabuleux objets astronomiques, de nos astronomes les plus célèbres et de notre mythologie stellaire. Dans nos objets astronomiques, nous avons l'Antikythera, et c'est le tout premier calculateur analogique qui sert à calculer le mouvement des étoiles. Il est composé de plusieurs dizaines de roues de bronze sur différents plans. Ça a pris plus que 1000 ans avant qu'une autre civilisation arrive à inventer quelque chose de ce genre. Nous avions aussi notre calendrier grec qui utilisait les cycles de la Lune. Tous les 3 ans, il fallait faire une année bissextile, comme aujourd'hui, aux 4 ans avec un jour. Mais nous, on rajoutait un mois complet de 30 jours à tous les 3 ans. En plus, les autorités des différentes villes n'arrivaient pas à s'entendre sur un calendrier. Ce qui causait plus. Le cycle de Méton était un calendrier plus juste que pour régler ce problème. Les autorités ne l'ont jamais considéré. Les astronomes célèbres de la Grèce, nous avons moi, bien sûr, Thalès de Miletus. Je suis le premier astronome à m'être détourné de la mythologie pour me tourner vers des méthodes d'explication et de démonstration. C'est ainsi que j'ai été le premier à prédire les éclipses. Ensuite, mes collègues, Aristarchus, qui avait été le premier à placer le Soleil au centre pour faire le système héliocentrique ou le système solaire. Eratosthène, il a été le premier à mesurer la proximité de la Terre. Aristote qui a déterminé que la Terre était ronde et non plate ou carrée. Et finalement, Hipparchus qui avait trouvé le changement d'axe dans les planètes. Pour nos concitoyens un peu moins scientifiques, il y avait la mythologie stellaire, une façon d'interpréter et d'expliquer le ciel sous forme d'images et d'histoires.
Par exemple, il y a la Grande Ourse et Orion le Chasseur. Maintenant, parlons d'une de nos civilisations voisines, la civilisation romaine. La civilisation romaine n'a pas fait autant d'avancées que la Grèce, car elle a plus utilisé nos théories avancées. Mais tout de même, je vais vous parler de son calendrier complet et de sa mythologie stellaire. Le calendrier complet a été créé sous le règne de Jules César, aidé pour créer les calendriers qui sont en fait actuels, car ils ont créé les années bissextiles d'aujourd'hui. À tous les 4 ans, on rajoute un jour. Ensuite, Sasigène s'est concentré pour déterminer le lever héliaque des étoiles importantes et à la latitude de Rome. Plusieurs planètes doivent leur nom à la mythologie stellaire des Romains. Par exemple, Jupiter, le roi des dieux, Mercure, le dieu des voleurs et des voyageurs, Vénus, la déesse de l'amour, Mars, le dieu de la guerre, Saturne, le dieu du sang et de l'agriculture, Neptune, le dieu des mers et des tremblements de terre, et finalement Pluton, même si c'est plus considéré une planète, le dieu des morts. Ensuite, une autre de nos civilisations voisines, la civilisation égyptienne. Je vais vous parler de ses lieux les plus remarquables, dont son calendrier unique, d'un de grands astronomes et de sa mythologie stellaire. Dans ses lieux les plus remarquables, vous pensez sûrement aux pyramides, mais plus précisément aux pyramides d'Élysée. C'était un exploit de temps, car les pyramides pointaient tous vers des points cardinaux différents. Ça aurait été réalisé avec l'ombre d'un jour d'équinoxe, à cause que le soleil il serait droit dans le ciel. Il y a aussi Nata Playa, c'est une sorte de cadran solaire pour mesurer les mouvements du soleil. Le calendrier unique des Égyptiens était basé sur les cycles de la Lune. Il était ce qui contrôlait la marée du Nil, ce qui aidait à prévoir les saisons et les événements. Il est composé de la saison de l'inondation, de la semaison et de la sécheresse. Il considérait aussi, il était les seuls à commencer la nouvelle journée au lever du soleil, parce que les Grecs et les Romains ont commencé tous au coucher du soleil. Donc, quand on se couchait, la journée n'était pas finie. C'était au lever du soleil que une nouvelle journée commençait. Un de ces grands astronomes était Claudius Ptolémée, l'inventeur du système ptolémique, qui avait considéré la Terre au centre, la Lune comme une planète, et on voit ici aussi toutes les planètes découvertes à cette époque. Le Soleil tournait aussi autour de la Terre, entre Vénus et Mars. Dans la mythologie stellaire, Ra, le dieu du Soleil, était dit de transporter le Soleil dans un chariot autour de la Terre, ce qui créerait les levées et les couchers de Soleil. On disait aussi que quand un pharaon meurt, son esprit devenait une étoile, ce qui expliquait ensuite le ciel étoilé. Une civilisation un petit peu plus éloignée que nous maintenant, la civilisation des Mayas. Je vais vous parler d'un de ces lieux les plus étonnants et du premier bon calendrier. Son lieu étonnant était la cité de Tulum. La cité de Tulum prouvait que la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, car il avait une tour pointant dans points cardinaux et une tour pointant au nord magnétique. Le premier bon calendrier. Le calendrier Maya se basait sur les mouvements des astres du système solaire pour les prédire pour des années à suivre. Par exemple, le calendrier Maya prédisait de moins 800 avant Jésus-Christ jusqu'à 2012.
ce qui fait crure à certaines personnes à 7 ans qu'il y aurait un événement catastrophique qui allait faire la fin du monde. En conclusion, les civilisations anciennes en astronomie ont beaucoup contribué à l'astronomie d'aujourd'hui malgré des outils rudimentaires et des méthodes scientifiques anciennes. Merci. Ou comme si on dit par chez moi, Efaisto. Toi en premier. Est-ce que tu as trouvé ça dans un livre ou si tu es allé Moi, sur Internet? je suis allée chercher ça un petit peu partout. Et est-ce que tu as fait ça seul ou tu as eu beaucoup d'aide? J'ai eu un peu d'aide. Comment? J'ai eu un peu d'aide de papa. Ouais, dans le PowerPoint. Dans le PowerPoint plus. Le reste, c'est pas vraiment. Au niveau de la recherche, Non, au niveau de la recherche, je peux pas donner l'information, mais il faut partir de PowerPoint. OK, c'est bon. C'est ça que Jacques voulait savoir. On a vu aussi ça au fil du temps, toi aussi, j'imagine, tu l'as réalisé que les gens essayaient toujours de faire un bon calendrier et tout. Ouais. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi ils se sont pas contentés du premier modèle? Dans quelle situation? Ben, je veux savoir un petit peu pourquoi les gens essayaient toujours de refaire le calendrier. Dans la Grèce, c'est à cause que, en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi ils changeaient tout le temps le calendrier. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ça a changé tout le temps, puis c'était jamais un bon calendrier. Jusqu'à l'époque de la Rome. Pourquoi il n'était jamais bon? Est-ce que... Je ne sais pas vraiment, honnêtement. Tout le temps décalage, je veux dire. Oui, pourquoi il faut toujours le réajuster? Pourquoi le calendrier ne marchait pas? Parce qu'il n'était pas très précis. Le calendrier des Grecs, par exemple, il était juste de 360 jours et non 365. Ce qui ne faisait pas exactement une année complète. Donc là, ça a changé un petit peu le cours des saisons, puis là, ça mélangeait tout le monde. Puis les calendriers changeaient en cité, puis là, ça faisait juste... Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se poser une question. Est-ce qu'on habiterait un trou noir? C'est par là que je vais. Aujourd'hui, avec la physique moderne, il y a deux mystères qu'on n'arrive pas à résoudre. Celui de l'énergie noire et de la matière noire. En calculant la vitesse de rotation des étoiles autour des galaxies, les astrophysiciens ont remarqué que les étoiles tournaient beaucoup trop vite par rapport à la matière observable. Et certains expliquent cet excès de force gravitationnelle dans les galaxies par une matière indétectable, la matière noire. Ce serait elle qui formerait la majeure partie de la masse présente dans l'univers. De plus, l'univers se dilate à un rythme équivalent à celui du Big Bang. La force gravitationnelle devrait être pourtant suffisante pour au moins ralentir cette expansion. Une force mystérieuse, appelée énergie noire, contrebalancerait la gravité et serait à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Je vais vous parler de quelqu'un qui est un physicien français, David Elbaz, qui est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, au CEA à Saclay. Il est spécialiste dans l'étude de la formation des galaxies, il est vulgarisateur et auteur, il était managing éditeur pour la revue scientifique Astronomie et Astrophysique. Et ses prix distinctifs sont le Chrétien Award, le prix Jaffé, et il est devenu membre de l'Académie européenne. Son hypothèse, c'est qu'un trou noir à l'échelle de l'univers pourrait être à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'espace. Bon, dans mon exposé, on va dire un petit mot sur les trous noirs, on va parler de la densité de l'espace à différentes échelles, on va parler de la thermodynamique, l'échange d'énergie, on va aborder le concept d'horizon, et on va se poser une question, la gravité, c'est une force fondamentale ou une propriété émergente? C'est quoi une propriété émergente? Ça, on va le voir plus tard. Bon, d'abord, c'est quoi la définition classique d'un trou noir? C'est un objet, à la base, un objet suffisamment massif pour que sa vitesse de libération dépasse celle de la lumière. Et c'est quoi une vitesse de libération? C'est la vitesse à laquelle il faut aller pour quitter le champ gravitationnel d'un objet. Il y a quelques exemples. La Terre, c'est 11,2 km par seconde. La Lune, 2,4 km par seconde. Jupiter, c'est approximativement 60 km par seconde. Le Soleil, lui, c'est approximativement 600 km par seconde.
Et le trou noir, lui, il faut dépasser la vitesse de la lumière pour quitter son champ gravitationnel, donc plus de 300 000 km par seconde. Contrairement à ce que certains gens pensent, un trou noir, ça aspire pas la matière. Exemple, si on remplaçait le Soleil par un trou noir de même masse, les planètes continueraient à tourner autour sans changer leur trajectoire. Un autre exemple, dans notre galaxie, les étoiles ne sont pas aspirées par le trou noir Sagittarius A, ils font juste orbiter autour de lui. C'est quoi l'horizon des événements? C'est la frontière à laquelle la lumière ne peut plus s'échapper d'un trou noir. Au-delà de cette limite, on ne peut plus observer ce qui se passe et tout ce qui peut se passer au-delà de ça, ça nous est inconnu. Il y a plusieurs familles aux trous noirs. Il y a les micro-trous noirs qui ont la masse d'1 gigatonne dans la taille d'un proton. Il y a les mini-trous noirs qui ont à peu près la masse de notre planète Terre dans un rayon de 1 cm. Les trous noirs stellaires qui ont la masse du Soleil dans à peu près 3 km. Et les trous noirs galactiques, eux, ils ont 1 milliard de fois la masse du Soleil dans la taille du système solaire. Exemple, si on remplissait complètement le système solaire d'air à la même température et la même densité que l'air qu'on respire en ce moment, eh bien, d'un point de vue classique, ce serait un trou noir. Parce que la vitesse de libération dépasserait celle de la lumière. Et sa masse serait équivalente à peu près 1 milliard de masses solaires. C'est bien ça. Et notez bien, hein, pour ceux qui ont peur, le système solaire n'est pas rempli d'air. Donc, on n'est pas dans un trou noir pour l'instant. La densité du milieu interstellaire, l'espace entre les étoiles, contient 1 atome par centimètre cube. Et si cette densité s'étalait sur 30 millions d'années-lumière, ça ferait un trou noir. Mais heureusement, notre Voie lactée est à peu près 300 fois plus petite, à peu près 100 000 années-lumière. Il y a aussi la densité du milieu intergalactique. C'est beaucoup plus vide, c'est 1 quart d'atome par mètre cube. Et pour atteindre le seuil de trou noir à cette densité, il faudrait que celui-ci s'étende sur 65 milliards d'années-lumière. Et en prenant en compte la matière noire, cette densité pourrait être 1,65 atomes par mètre cube. Et donc, pour atteindre le seuil de trou noir, il faudrait que celui-ci s'étende sur 25 milliards d'années-lumière. Donc, les astrophysiciens ont pu démontrer que dans un rayon de 25 milliards d'années-lumière, il y aurait assez de matière pour faire un trou noir d'un point de vue classique. Et l'univers devrait donc s'effondrer en un point d'énergie infinie, la singularité. Mais pourtant, l'univers est en expansion plus vite que la lumière, donc ça nous embête. Bon, c'est l'heure du thé, je m'en vais voir mon ami John Wheeler. Et lui, il se pose une question, si je réchauffe mon thé, j'y augmente la quantité de désordre, l'entropie. Parce que plus le thé est chaud, plus les molécules sont agitées dedans, plus les particules sont agitées, c'est ça. Donc plus il y a de désordre. Alors, il s'imagine jeter son thé dans un trou noir pour faire disparaître le désordre de l'univers. Mais les lois de la thermodynamique interdisent ça, ils disent juste que le désordre peut juste augmenter dans l'univers. Donc, il partage ses interrogations avec son étudiant Jacob Bekenstein, qui lui dit, il réussit à démontrer que le désordre présent dans la tasse de thé n'a pas disparu. Dans le fond, il applique des principes de thermodynamique et de physique à la surface des trous noirs, et il conceptualise des petites cellules à la surface du trou noir qui bâtissent cellules de Planck. Et le nombre de cellules de Planck est proportionnel à la quantité d'entropie reçue par le trou noir, et la température du trou noir, extrêmement faible, est reliée au nombre de cellules de Planck. Lui, Stephen Hawking, derrière tout ça, il dit que ça n'a pas d'allure parce qu'on ne peut pas appliquer des principes de thermodynamique et de physique au trou noir parce qu'ils ne peuvent pas rayonner. Donc, ils ne peuvent pas avoir de température. Il essaye de démontrer que Bekenstein est dans l'erreur. Mais finalement, par un autre processus, il trouve la même affaire que lui. Que les trous noirs pourraient évaporer lentement et exploser.
Dans le fond, le vide quantique créerait des paires de particules de matière et d'antimatière qui produiraient de l'énergie, donc un rayonnement. Et si le trou noir perd de l'énergie, il va perdre de la masse, il va devenir plus petit. Et sa capacité à former des paires va être plus grande. Et à un moment donné, il va devenir tellement petit que son effet de spaghettification va être tellement fort qu'il va exploser. Comme il parlait tantôt, lui sur les trous noirs, ça va carrément, c'est ça, le faire exploser. Je sais pas trop comment expliquer. Bon, Tanu Padmanabhan et Ted Jacobson, deux astrophysiciens, qui voient la gravité comme un phénomène émergent. Un phénomène émergent, c'est quand un certain nombre d'objets font apparaître une propriété nouvelle quand ils se combinent ensemble. La gravité serait donc pas une interaction fondamentale. Bon, ça c'est une petite citation de Tanu Padmanabhan. Le problème de l'accélération de l'expansion de l'univers résulte essentiellement de notre méconnaissance de la gravité, que la solution demande une perspective alternative où la gravité est traitée comme un phénomène émergent. Toute théorie qui explique la gravité comme une propriété de l'espace-temps s'accompagne inévitablement d'horizons virtuels qui dépendent toujours de l'observateur. Bon, je vous avais parlé un peu d'horizon de trou noir la dernière fois, mais il y a un autre type d'horizon, c'est un horizon virtuel. On va prendre comme exemple l'horizon de la mer. Mon ami, il part en bateau au large. À un moment donné, on s'entend tous qu'on ne va plus le voir parce qu'il a repassé l'horizon de la mer, qui est un horizon virtuel parce qu'il dépend toujours de l'observateur. Je vous explique. Si je m'avance un peu, je vais peut-être voir le mât du bateau dépasser. Voilà. Merde. Bon, Jacobson et Padmanabhan appliquent les calculs de thermodynamique que Wheeler, Bekenstein et Hawking ont appliqués sur la surface des trous noirs sur divers horizons virtuels et ils retrouvent les équations d'Einstein. Il explique donc la gravité comme un phénomène découlant d'un horizon virtuel qui émerge seulement quand un grand nombre de particules se combinent ensemble. Donc, on vit dans un trou noir ou non? On va faire un petit résumé. Déjà, Bekenstein et Hawking et Wheeler font des travaux sur la thermodynamique de l'horizon de trou noir. Jacobson et Padmanabhan appliquent la thermodynamique de la surface de trou noir à divers horizons virtuels et retrouvent les équations d'Einstein. C'est bien beau, mais David Elbaz, dans tout ça, lui, il analyse la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous et remarque qu'à partir de 15 milliards d'années-lumière, les galaxies s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Un événement se déroulant au-delà de cette limite ne serait jamais perceptible, même en attendant un temps infini. C'est alors un horizon des événements comme celui d'un trou noir. Donc, David Elbaz applique la thermodynamique à l'horizon des événements situés à 15 milliards d'années de nous. Et il remarque que l'énergie créée est exactement la force nécessaire à expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers sans courir à l'énergie noire. Right? Et par un effet qui provient de cet horizon à 15 milliards d'années-lumière de nous, la gravité est modifiée de façon à expliquer la rotation des étoiles autour des galaxies sans recourir à la matière noire. Donc il s'est débarrassé de ces deux mystères-là, les doigts dans le nez. C'est pas n'importe qui, hein? Donc, l'univers aurait une densité suffisante pour se qualifier selon la définition classique d'un trou noir. Et il existe un horizon des événements qui se trouve à 15 milliards d'années-lumière de nous. Et des calculs de thermodynamique appliqués à cet horizon permettraient d'expliquer les mystères de l'univers comme la matière noire et l'énergie noire. Finalement, plusieurs chercheurs tentent d'expliquer les mystérieux phénomènes que nous observons. Chaque théoricien amène leur morceau à ce casse-tête géant qui nous entoure. Que nous vivions dans un trou noir ou non, l'important c'est que l'humain repousse toujours plus loin l'horizon de sa connaissance. J'espère que les prochaines années d'observation seront fructueuses et amèneront plus de lumière sur les énigmes de l'univers. Merci à tous. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la théorie du multivers. Donc, pour comprendre c'est quoi la théorie, je vais vous expliquer c'est quoi un multivers, ou savoir donc un univers. Donc, Wikipédia va dire que c'est l'ensemble de tout ce qui existe régi par un certain nombre de lois. Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est l'ensemble de tout ce qui existe, mais moi, je vais vous proposer une autre définition qui y ressemble un peu.
c'est un espace en constante expansion et en mouvement aussi, dans lequel ils vont évoluer divers objets célestes qui sont régis par un certain nombre de lois physiques. Et donc, un multivers, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'univers. C'est un peu comme univers. Alors, là, c'est le moment où il faut que vous utilisiez votre imagination. Imaginez notre univers, mais à la place de toutes les planètes et de toutes les étoiles, on a des sortes de bulles où c'est un univers comme un autre dedans. On peut aussi prendre l'exemple par exemple, comme à l'école, donc l'école serait le multivers et chaque classe, c'est un univers. Et on pense que les univers pourraient avoir chaque univers, ça pourrait être des mondes parallèles. Donc, par exemple, dans un autre univers, il y aurait une Agathe comme moi, qui pense comme moi, qui agit comme moi, et une Agathe presque comme moi, qui agit et pense presque comme moi. Et donc, un autre moyen de voir un multivers, c'est comme un gros morceau de gruyère qui grossit continuellement. Et dans un gruyère, il y a des trous, et plus en fait, le fromage grossit, plus les trous vont grossir, donc les trous étant les yeux. Alors, cette théorie, c'est comme un tabouret à 3 pattes. La théorie du multivers, c'est le siège du tabouret et elle repose sur 3 autres théories. Donc, la théorie de l'inflation, de l'énergie noire et des corps. Donc, la première théorie de l'inflation, elle vient de Alan Guth et elle a été développée par deux scientifiques russes, André Mine et Alex Vilenkin. J'avais une faute à Donc, en fait, Alex Vilenkin a proposé que la théorie de l'inflation, justement, déjà, qu'est-ce que c'est la théorie de l'inflation? Je vais commencer par ça. Ce serait que, en fait, au tout début de l'univers, justement, il y a eu, comme la gravité aurait été comme inversée pour que les choses, justement, que l'univers puisse s'étendre et qu'elle aurait continué pendant un certain moment jusqu'à s'arrêter. Alex Vilenkin, il a proposé que justement, l'inflation ne s'arrête pas partout au même moment. Et donc, comme ça nous ramène à justement la théorie du multivers. Donc, cette théorie fait justement, Alex Vilenkin, il pense que il y a des endroits où ça continue. Donc, techniquement, il y aurait notre univers qui a eu l'inflation, ça s'est arrêté. Mais il y a d'autres endroits où ça continuerait. Mais comme notre univers s'est arrêté, ce serait des endroits, comme des univers parallèles. Bon, malheureusement, Alex Vilenkin a arrêté ses travaux parce que quand il a découvert justement ça, qu'il appelle l'inflation éternelle, il est allé présenter à Alan Guth et il se doit vrai, Alan s'est endormi pendant sa présentation. Donc il a arrêté d'en parler pendant une dizaine d'années. Et André Mine, qui était en Russie, lui, il a continué à développer sa théorie. Donc, l'inflation, donc on a la théorie de l'inflation. Mais là, qu'est-ce qui explique l'inflation? Qu'est-ce qui fait en sorte que justement ça arrive? Et donc, ça nous amène à la deuxième théorie. La deuxième théorie, qui est l'énergie noire. Donc, justement, c'est ce qui propulserait l'inflation. Puis, l'énergie noire, ça agirait donc un peu comme l'opposé de la gravité, donc ce qui... ça fait en sorte que ça s'élargit. Donc, on pense que c'est justement le mouvement des atomes qui fera en sorte que l'énergie noire arrive et son... donc le chiffre que vous voyez là, ce serait en fait justement la force de l'énergie noire. Et dans l'histoire de la science, on ne s'est jamais autant planté dans le chiffre parce que comme l'énergie noire, ça a l'air de quelque chose d'extrêmement puissant pour faire en sorte que l'univers soit en constante expansion. Mais en fait, c'est un chiffre extrêmement petit, donc c'est justement 0.122 0 et 1. Il y a vraiment 122 zéros, j'ai compté. Donc c'est ça. Et
pour que justement ça s'élargisse, il faudrait que l'énergie noire soit un peu comme en dehors de l'univers. Donc on pense que, en fait, justement, donc il y a le multivers avec les univers dedans, et l'énergie noire serait ce qui pousse le multivers, enfin qui fait en sorte qu'il s'élargisse, et que les univers se déplacent et s'expandent à cause de ça. Donc pour expliquer ça, justement, l'énergie noire, son chiffre, et ça nous ramène à la troisième théorie, la théorie des cordes. Donc, la théorie des cordes, ce serait que on a les atomes, qui sont ce qui compose les éléments, les molécules qui nous composent nous-mêmes. Et dans ces atomes, les atomes sont faits de protons, de neutrons et d'électrons, et les protons, les neutrons et les électrons sont faits de quarks. Mais si on va encore plus petit, il y a ce qu'on appelle des cordes. Ce seraient des minuscules brins d'énergie qui vibrent. Et là, pour qu'ils vibrent, alors on connaît 3 dimensions, mais pour que, en fait, justement, les cordes vibrent d'une certaine manière, fait de comment elles le font, il faudrait qu'il y ait 6 dimensions de plus. Mais ces dimensions-là, on ne les voit pas. Alors, les scientifiques pensent que, justement, il y a partout dans l'univers des sortes de, justement, des dimensions supplémentaires roulées sur elles-mêmes, qui font comme des nœuds et qui feront en sorte que les cordes vibrent. Et donc, justement, ces dimensions supplémentaires, c'est comme l'ADN, justement, de notre univers. Et ça fait en sorte qu'on sait que l'énergie noire a le chiffre très précis qu'on a. Et on pense que ce chiffre-là varie selon les univers. Parce que si, en fait, justement, on a compté, ils n'ont pas vraiment compté, mais ils ont fait une approximation de 10 puissance 500 types de dimensions supplémentaires. Oui, c'est ça, dimension supplémentaire qui, en fait, donc, ça donne les propriétés de l'univers et il y en a 10 puissance 500 et donc ça nous ramène encore à la théorie du multivers, comme quoi nous, on a celle qui fait en sorte que l'énergie noire a un tel chiffre et donc les autres feraient partie d'autres univers. Donc maintenant, on a la théorie des cordes qui explique l'énergie noire, la théorie de l'énergie noire qui explique l'inflation et ça expliquerait le multivers. Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient le multivers. Y a-t-il des questions? Quelque part, tu disais que l'énergie sombre agissait à l'opposé de la gravité. Oui. Donc, je te pose une question. Si on enlève l'énergie sombre, tout ce qui cause l'énergie sombre dans l'univers, tout ça, et qu'il y a juste la gravité, est-ce que ça veut dire que l'univers va s'écraser sur lui-même? Bien, comme on pense que l'énergie sombre fait en sorte que l'univers est en expansion, c'est sûr que si ça pousse plus, probablement ça s'écroulerait sur lui-même. Le premier, le petit volet est relié à. Donc, je fais une présentation sur les trous noirs. Donc, Irman Modaïb. Oui, effectivement. Et Norman peut aller t'avoir et tu prends le cadeau qui est au bout là. Le club, c'est ça? Ça, c'est
le relais. OK. Je vous demanderai aux jeunes de rester. Je vais vous prendre en photo avec vos prix. Vous allez prendre votre prix, votre médaille. Si évidemment, vous allez vous mettre une photo de vous. Et par après, je vais prendre une photo de la troisième place, je vais prendre une photo de la deuxième place et de la première place. Et après ça, je vais prendre les trois autres avec le podium. OK? Fait que les trois gagnants, vous restez, vous restez en avant, mais évidemment, vous vous éloignez de l'endroit où voici la photo des gagnants. Donc, en troisième position, donc, il était à sa première participation pour les mini-quastro. Il a fait une présentation sur les trous noirs. Donc, la troisième place va à Irman Mojaïd. Et même, je vais le prendre aussi, va chercher ton petit trophée. Je vais le prendre aussi avec ton. Le verre blanc. Le verre blanc ici. Oui, c'est ça. Tout le lot. Oui, c'est ça. Exactement. Prends ton petit trophée. Puis, viens ici. Viens ici. Enlève ton verre. Viens ici. OK, là, va porter le petit va porter ton cadeau. Toi, tu restes là avec ta médaille. Oui, toi, tu restes là, tu t'en vas là. Le cadeau, OK, oui, tu peux aller le porter. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, tu t'en vas là. La fin de semaine, elle va se OK. En deuxième position, il est à sa cinquième participation au mini-quastro. Il nous a fait une présentation sur les civilisations anciennes en astronomie. Donc, le deuxième, Nico Poulin. Le deuxième qui est là, le paquet qui est là. Celui-là, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, je vais le prendre en photo là. Après, là, il faut que je reprenne la médaille. OK. Là, ça va pas juste un coup. Avec juste un peu en bas. Juste un peu en bas parce que ta place est là. Juste un peu en bas. Les chiens, OK, c'est bon. Parfait. Oui, ça, tu peux aller porter ça et tu reviens là-bas. Alors, en première position, il nous a fait, il est à sa première participation au niveau des mini-quastro. Il y a 11 ans. Il nous a fait une présentation sur les ondes gravitationnelles. Notre gagnant, Philippe Langlois. Et ça. Parce que ça, et ça t'appartient maintenant.
Et là, on va prendre le troisième ici, dans tes mains. Parfois, c'est devant le miroir. Ouais, un peu. C'est devant le miroir. Là, je vais prendre une photo directe. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo des trois podiums. Ouais. Donc, c'est or, argent et or, les trois. OK, comme ça, oui, c'est bien distancé. Pas juste un peu. Ça? Et là, on va besoin d'une photo où on va être les trois jeux et moi. Et le gagnant. Les deux. Ouais, c'est juste comme ça. Ouais. C'est distancé. Allez, marche. Ouais, et une, juste moi avec le gagnant d'accord. OK, parfait. Donc, les 5 autres qui n'ont pas remporté le prix, vous pouvez venir vous choisir votre photo parmi ces photos-là. Les cadeaux sont là. On relève. Et les autres, vous pouvez vous choisir une photo parmi toutes les photos qui sont là. Les femmes qui sont l'événement. Donc, j'espère que vous avez été heureux. J'espère que vous avez eu du fun. Ça a été vraiment belle.